Bonjour à tous. Je vous avais parlé, il y a maintenant un bon moment déjà, au tout début de ma chaîne, du mythe politique chez Georges Sorel, à partir de son livre Les réflexions sur la violence, et je voudrais me pencher aujourd'hui sur un autre grand livre de Sorel, à savoir Les illusions du progrès. La question du progrès est en effet un thème très important qui agite le monde intellectuel depuis fort longtemps, et la droite en particulier, qui a constitué une bonne partie de son corpus contre cette notion. Or, pour dire les choses très caricaturalement, la critique du progrès vu de droite se fait dans une perspective généralement réactionnaire, pourrait-on dire, c'est-à-dire en valorisant le passé par comparaison et en dénonçant ce que le monde moderne nous aurait fait perdre, d'un point de vue culturel, religieux, communautaire, etc. Or, la perspective que nous offre ici Georges Sorel est quelque peu différente. Alors on peut certes déceler en lui une attitude anti-moderne, pourrait-on dire, en ceci qu'il s'oppose aux idées des Lumières du XVIIIe siècle, mais son analyse et son argumentaire sont matérialistes, dit-on. En effet, s'inspirant ouvertement de la méthode d'analyse marxiste, Sorel ne se livre pas à une apologie de la régression technique, au contraire même. Il s'attache plutôt à dénoncer les idées fausses accompagnant les effets indubitablement positifs des diverses transformations scientifiques qui bouleversent la société, idées fausses qui servent à justifier et à légitimer le pouvoir d'une classe sur le reste de la société. Plutôt que de dénoncer abstraitement ces illusions du progrès d'un point de vue philosophique, Sorel s'attache à en chercher les causes matérielles et sociologiques d'apparition. Et son inspiration principale, il la tire de Karl Marx, qu'il cite explicitement dès son introduction. Faut-il une perspicacité profonde, demandait Marx, pour comprendre que les idées des hommes, leurs aperçus concrets, comme leurs notions abstraites, et en un mot, leur conscience, se modifient avec leurs conditions d'existence, avec leurs relations sociales, avec leur vie sociale. L'histoire des idées, que prouve-t-elle, sinon que la production intellectuelle se métamorphose avec la production matérielle? Les idées dominantes d'un temps n'ont jamais été que les idées de la classe dominante. Or, dit Sorel, la théorie du progrès a été reçue comme un dogme au moment où la bourgeoisie était la classe conquérante. Et c'est pourquoi il la regarde avant tout comme étant une doctrine bourgeoise, et il s'assigne comme tâche de rechercher en quoi elle dépend des conditions au milieu desquelles on a assisté à la formation, à l'ascension et au triomphe de la bourgeoisie. C'est seulement en embrassant toute cette aventure sociale, estime-t-il, qu'on se rendra vraiment compte de la place que le progrès occupe dans l'histoire de la philosophie. Ce livre de Sorel est véritablement profond et fouillé, mais il n'est pas toujours facile de s'y orienter à notre époque. Non pas parce que ce livre serait mal construit, il est vrai qu'on a souvent accusé Sorel d'avoir une écriture brouillonne, mais personnellement je ne trouve pas que ce soit particulièrement le cas dans ce livre-ci. Non, il est plutôt difficile de s'y orienter, car Sorel fait appel dans ce livre à une culture générale et historique qui n'est plus tout à fait la nôtre aujourd'hui. Je me souviens que quand j'avais ouvert ce livre pour la première fois, quand je devais avoir 17 ans, j'avais été extrêmement déçu de n'y rien comprendre, pour vous dire les choses franchement. Moi qui m'attendais à une analyse et une critique en bonne et due forme de la notion de progrès elle-même, un peu comme le ferait, mettons, René Guénon ou Julius Evola par exemple, je tombais plutôt sur un examen minutieux de toutes sortes d'événements littéraires, historiques ou sociologiques qui m'échappaient. Car Georges Sorel, il parle en effet, pêle-mêle, de la querelle des anciens et des modernes, de l'influence du cartésianisme et de la philosophie de Fontenelle, et de la critique de Pascal. Il y parle du ministre des Finances Turgot et de ses écrits sur le progrès, ainsi que des écrits de Condorcet. Il y parle de l'ascension de la bourgeoisie, mais aussi du centralisme et de la monarchie administrative. Il y parle de la conception de la science qui avait cours au XVIIIe siècle, etc., etc. J'avais donc refermé ce livre au bout de ma lecture en me disant que je n'en avais pas retenu grand-chose. Mais quand je l'ai repris plus tard, quand j'ai eu un peu plus de notions historiques pour m'y repérer, cet essai m'a enfin frappé comme il le devait. Et aujourd'hui, il me semble que ce livre est à mettre au rang de ces grands essais historiques que sont par exemple l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, qu'il prolonge d'ailleurs dans une certaine mesure, ou encore comme la crise de la conscience européenne de Paul Hazzard.
Ce livre fait partie de ces ouvrages qui nous installent véritablement dans le temps long et qui nous permettent de démêler quelque peu le fil de l'histoire, sans nous donner bien sûr toutes les réponses. Et c'est pourquoi j'aimerais prendre le temps avec vous aujourd'hui de retracer le fil de cette lecture. Alors bien entendu, il me serait impossible de retracer l'ensemble des faits que nous dépeint Sorel dans son livre, mais je voudrais vraiment ne pas aller trop vite et prendre véritablement le temps de suivre Sorel pas à pas dans le développement minutieux de ses analyses. Il s'agit en effet d'un tableau historique et intellectuel assez complet de cette histoire du progrès que Sorel fait démarrer vers la fin du XVIIe siècle et que j'aimerais vous retracer dans toute sa cohérence. C'est pourquoi j'ai décidé de suivre l'examen du livre de Sorel de façon entièrement chronologique, en respectant même l'ordre de ses chapitres que vous retrouverez dans cette vidéo. On critique en effet beaucoup à droite les idées des Lumières, sans forcément les connaître au-delà de certaines caricatures ou de certaines images toutes faites, de certains slogans. Or, ce livre de Georges Sorel nous offre l'occasion de retracer ensemble cette histoire intellectuelle qu'il est capital de connaître pour comprendre le monde moderne. Alors, je tiens à vous prévenir d'emblée, je vais aborder énormément de thèmes dans cette vidéo, et chacun de ces thèmes mériterait des heures de développement supplémentaires. Mon but est vraiment de vous synthétiser avec Georges Sorel cette histoire de l'idéologie du progrès et de vous faire apparaître toute la cohérence de cette dernière. Mais si bien sûr certains des thèmes abordés dans cette vidéo vous paraissent un peu obscurs et que vous aimeriez davantage de clarification, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre ou de vous indiquer certaines sources pour travailler ces points davantage. Voilà, j'espère que ce thème vous intéressera et je vous souhaite un très bon visionnage. Les illusions du progrès est un livre qui a été écrit il y a maintenant un siècle, en 1908, et certaines de ses conclusions sont encore fort d'actualité. Pestant contre les discours creux et idéalistes des représentants de la social-démocratie de son époque, Sorel notait en effet ceci. La grandeur du pays, la domination des forces naturelles par la science, la marche de l'humanité vers la lumière, voilà les balivernes qui se retrouvent à tout instant chez nous, dans les discours des orateurs démocratiques. Si ces tournures de phrases ne sont plus exactement celles qu'emploient nos hommes politiques, force est de reconnaître que l'esprit de l'argumentaire est bien souvent le même aujourd'hui, quand il s'agit d'asseoir la légitimité de nos régimes politiques. Nos hommes politiques parlent continuellement de projets de progrès, d'ouverture, de défense des droits de l'homme, au point que nous ne nous interrogeons même plus sur la fonction sociale de ces discours. Nous finissons presque par les accepter comme faisant partie de la suite naturelle du développement technique. Mais ce que tente de montrer Georges Sorel dans son livre, c'est que ces discours ont eu et ont toujours pour fonction sociale de légitimer la prise de pouvoir et son maintien de la classe dominante. Et c'est cette histoire qu'il se donne pour mission de retracer dans son livre. Son examen commence donc, assez curieusement, par une querelle littéraire, la fameuse querelle des anciens et des modernes, qui a agité le monde littéraire et artistique français de la fin du XVIIe siècle. L'importance que put avoir une telle querelle littéraire sur l'histoire intellectuelle du pays peut nous paraître assez curieuse aujourd'hui, mais elle fut à l'époque l'occasion d'un conflit entre deux visions du monde, ainsi qu'entre des groupes sociopolitiques différents. D'un côté se tient Nicolas Boileau, défenseur des classiques et du modèle indépassable selon lui des anciens, et de l'autre, Charles Perrault, qui soutient que le siècle de Louis XIV est supérieur à tous les autres et que par conséquent, le modèle des anciens est enfin dépassé. Du côté de Boileau se rangèrent les plus grands écrivains de cette époque, ceux que la postérité a retenus, comme Racine, La Fontaine, Fénelon ou La Bruyère, mais qui, à l'époque, n'étaient pas encore estimés à leur juste valeur. En effet, quand Perrault parle de la supériorité des auteurs de son siècle sur Homère et les autres poètes classiques, qu'il jugeait médiocres, il ne célébrait pas ces auteurs que nous lisons encore de nos jours. Il vantait bien plutôt les mérites des académiciens contemporains ainsi que des mauvais auteurs que Boileau avait moqués dans ses œuvres, Chapelain, Cotin, Saint-Amand, etc. Comme le note Sorel, l'esthétique de Boileau gênait trop les médiocres pour qu'elle pût être acceptée par des gens habitués à une grande liberté d'allure.
En effet, quand on voit l'influence qu'exerça Boileau sur des auteurs de premier ordre comme La Fontaine, Racine ou Molière, nous pensons aujourd'hui qu'il était un maître universellement respecté. Mais il ne faut pas juger un siècle par les personnages qui seuls ont survécu, nous avertit Sorel. Ils sont bien souvent en contradiction avec les tendances les plus communes, et ils sont devenus immortels surtout à cause de cette contradiction. Il en va de même pour Bossuet lui-même, par exemple, que l'on considère aujourd'hui comme le plus grand orateur de son siècle, alors qu'on lui préférait à l'époque Fléchier ou Bourdaloue. Boileau s'inscrivait encore dans un mouvement intellectuel d'admiration du passé qui avait cours depuis la Renaissance et la Réforme. Les calvinistes, par exemple, voulaient revenir à la théologie de saint Paul, et les jansénistes de Port-Royal, dont Boileau était proche, voulaient revenir à saint Augustin. Et en littérature également, même si Boileau a par exemple cruellement jugé l'art de Ronsard, il consonnait avec lui dans cette volonté d'en revenir au beau modèle hellénique. Mais si les plus grands esprits de son siècle prirent son parti, ce qui constitue en quelque sorte sa revanche posthume, les gens de la bonne société, eux, prirent majoritairement le parti de Charles Perrault. Ainsi que l'expliquait le critique Brunetière au XIXe siècle, ces juges mondains avaient l'horreur instinctive de tout ce qui est grave et sérieux. L'art n'était qu'un amusement ou un passe-temps pour eux. Et dans le même ordre, les femmes de la cour prirent le parti, elles aussi, de Perrault, ce qui explique l'âpreté avec laquelle Boileau écrivit sa 10e satire contre elles. Brunetière, que cite Sorel, estimait en effet que les femmes eurent à cette époque une influence très fâcheuse sur la littérature en la détournant et en l'empêchant, selon lui, de traiter avec sérieux les questions graves de la vie. Entre parenthèses, ce jugement serait d'ailleurs à mettre en parallèle avec le livre de Werner Sombart, Amour, luxe et capitalisme, qui montre bien toute l'importance économique qu'eurent les femmes à Versailles à la même époque dans le développement d'une économie de luxe. Mais revenons à la querelle. La querelle des anciens et des modernes eut ainsi des conséquences qui dépassèrent infiniment le domaine de l'art. La société française, fière d'elle-même et maintenant persuadée qu'elle avait atteint ou même dépassé les temps jadis célébrés par les historiens, estima qu'elle n'avait plus de modèle à aller chercher dans d'autres pays. C'était elle qui devait désormais servir de modèle à tous les peuples policés. C'était son goût qui déciderait seul de la valeur des ouvrages de l'esprit. Elle entendait jouir en toute chose des fruits de sa civilisation propre, sans être censurée par personne, dit Sorel. Mais pourquoi la haute société prit-elle aussi résolument le parti de Perrault contre l'austérité et la discipline prônée par Boileau ? C'est que la querelle des anciens et des modernes n'a pas eu que des origines littéraires. Durant les 15 dernières années du XVIIe siècle, tout le monde était à la joie de vivre. Le jansénisme avait jadis soulevé de nombreux problèmes de la destinée chrétienne et avait combattu les solutions apportées par les casuistes. On se souvient encore de cette grande polémique qui avait enflammé le siècle grâce au provincial de Pascal, par exemple. Mais à la fin du XVIIe siècle, on commença à trouver le jansénisme bien ennuyeux et on voulait désormais profiter du bonheur que permettait l'ère nouvelle. Les questions religieuses, qui avaient passionné le pays, laissaient maintenant tout le monde indifférent. Si certaines familles aristocratiques conservèrent des mœurs fort conservatrices, elles devinrent de plus en plus isolées. La dissolution des mœurs et l'émancipation féminine étaient plutôt à l'ordre du jour. De plus, avec Fénelon, note Sorel, l'idée de la bonté de l'homme entre dans la haute littérature, et elle correspondait si bien aux tendances profondes des contemporains que l'optimisme ne devait pas tarder à dominer partout. On peut dire qu'à la fin du XVIIe siècle, la terreur du péché, le respect de la chasteté et le pessimisme disparaissaient à peu près en même temps. Le christianisme s'évanouissait donc. Cette bonne société ne pouvait toutefois pas se passer d'une philosophie. Pendant des décennies en effet, elle avait été habituée aux discussions théologiques et elle avait donc pris l'habitude de raisonner sans cesse. Une telle société n'aurait donc pu s'abandonner à son bonheur sans chercher à justifier sa conduite. Elle se sentit le besoin de forger de nouvelles maximes philosophiques pour justifier son laisser-aller. Or, telle fut l'origine de la doctrine du progrès, dit Sorel. Et c'est Fontenelle, un philosophe cartésien, qui révélait la possibilité d'une telle philosophie. En effet, explique-t-il, nul ne songeait à contester que sous Louis XIV, les conditions de la vie ne fussent devenues bien plus douces pour les hautes classes qu'elles ne l'avaient été sous le roi précédent. Dès lors, on avait le droit de se poser les questions suivantes. Pourquoi les forces qui avaient produit cette amélioration ne seraient-elles pas des forces résultant de la nouvelle constitution des sociétés, par suite aussi naturelle que celle du monde physique ? Pourquoi, si elles continuaient à agir, ne donneraient-elles pas un mouvement accéléré dans le monde social, comme la pesanteur en produit un dans le monde matériel ?
Pourquoi encore, s'il en est ainsi, se préoccuper du sort de nouvelles générations qui sont destinées à posséder automatiquement un sort bien supérieur à celui dont on jouit aujourd'hui? Ce qui frappait les regards des contemporains de Fontenelle, c'était le fait que la majesté royale avait pu s'élever au-dessus des accidents, d'une manière qui semblait définitive. Ils étaient assez disposés à rapporter tous les mouvements sociaux aux impulsions que la société recevait de l'autorité royale. Ils devraient donc regarder les institutions royales comme étant une force constante qui ajoutait chaque jour quelques nouvelles améliorations aux améliorations déjà acquises. Ainsi, la conception d'une accélération devait donc s'imposer à eux d'une manière à peu près évidente et nécessaire. Et elle fut mise en relation avec cette thèse de Descartes, selon laquelle la science va toujours croissant. Si je mentionne ici Descartes, c'est parce que Sorel y voilà un exemple fort remarquable de l'adoption d'une idéologie par une classe qui y trouve des formules capables d'exprimer ces tendances. Car en effet, le règne de Descartes, mort en 1650, fut relativement tardif. Pendant longtemps, les grands théologiens ne semblent même pas avoir compris quel rôle devait jouer la philosophie cartésienne. Ils voyaient bien que les gens du monde incrédules, ceux que l'on nommait alors les libertins, ces gens-là n'étaient plus sensibles aux arguments employés par la scolastique pour prouver l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme. Et les théologiens pensaient donc que les raisons cartésiennes, ces fameuses preuves de l'existence de Dieu par le cogito, auraient plus de succès. Telle était par exemple l'opinion de Bossuet lui-même, même si, comme il put en avoir la prémonition quelquefois, la doctrine de Descartes risquait d'ouvrir la voie à l'hérésie, voire, et c'est ce qui l'inquiétait le plus, ouvrir à, je le cite, un grand combat contre l'Église. Mais c'est surtout Pascal qui prit la mesure de l'influence montante de Descartes et qui comprit que, loin d'affermir la religion chrétienne, la philosophie cartésienne l'enterrerait. Si Descartes prouvait, entre guillemets, peut-être l'existence de Dieu par sa philosophie, il voyait bien que le cartésianisme ne connaissait qu'un Dieu absent. Le Dieu de Descartes n'est qu'un moteur qui met en marche la création en quelque sorte, mais qui n'est pas auprès des hommes, comme l'enseigne la religion chrétienne. Je ne puis pardonner à Descartes, écrivait Pascal, il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de Dieu. Mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu. Ainsi, les raisons que Bossuet croyait suffisantes pour vaincre l'athéisme paraissaient au contraire très faibles à Pascal. Et en effet, c'est en éloignant continuellement l'homme de Dieu que la philosophie du XVIIIe siècle combattra Pascal, que l'on cherchera continuellement à rabaisser ou à faire passer, comme le faisait Condorcet, pour une sorte de grand génie ridicule, victime d'une superstition sordide. C'est que Pascal s'était en effet employé à moquer le rationalisme naissant. Non pas uniquement parce qu'il était chrétien, mais parce qu'il ne pouvait admettre que ses contemporains se missent à appliquer des méthodes imitées des mathématiques dans les questions morales, par exemple. Comme l'écrit Sorel, l'esprit éminemment rigoureux de Pascal était froissé par les procédés fantaisistes et parfois charlatanesques employés par les cartésiens pour se donner l'air d'expliquer le monde. C'est au nom de la véritable science que Pascal protesta contre une prétendue physique qui était seulement propre à satisfaire la curiosité des gens du monde. Pascal était choqué du caractère superficiel des conceptions cartésiennes qui sont infiniment mieux appropriées à la conversation qu'à la véritable science, pensait-il. Or, s'il y eut un tel besoin de conversation scientifique dans la haute société, c'est que les hommes de la seconde moitié du XVIIe siècle, comme je l'ai dit plus tôt, avaient été fort habitués à raisonner, en particulier sur des matières religieuses et casuistiques. Mais quand la lassitude de ces sujets s'installa, la philosophie cartésienne devint la bonne philosophie pour les habitués des salons. La fameuse règle du doute méthodique, par exemple, fit florès. Hippolyte Taine cite comme caractéristique de l'esprit cartésien cette phrase de Malebranche « Pour atteindre la vérité, il suffit de se rendre attentif aux idées claires que chacun trouve en lui-même. » Ainsi, les gens d'esprit ne manquèrent pas d'embrasser avec ardeur le cartésianisme quand il leur fut apporté. Cette philosophie justifie en effet la prétention qu'ont toujours eu les hommes du monde de parler avec une assurance imperturbable de choses qu'ils n'ont pas étudiées en raison de leur lumière naturelle, dit Sorel. Ainsi, 30 ans environ après l'écriture des Pensées de Pascal, Bossuet découvrit le danger que ce rationalisme cartésien faisait courir à la religion. Sous prétexte qu'il ne faut admettre que ce qu'on entend clairement, ce qui, réduit à certaines bornes, est très véritable, disait Bossuet, chacun se donne la liberté de dire «
j'entends ceci, je n'entends pas cela. Sans égard à la tradition, on avance témérairement tout ce qu'on pense. Tel n'était certainement pas le but de Descartes quand il formula sa philosophie. Il avait au contraire l'ambition de refonder la philosophie sur des bases fermes et solides, mais sa philosophie servit au contraire à justifier le comportement des libertins. Et surtout, note Sorel, les conceptions fondamentales de la philosophie cartésienne correspondaient parfaitement à l'état d'esprit des gens de ce temps. Le cartésianisme était résolument optimiste, ce qui devait beaucoup plaire à une société désireuse de s'amuser librement et agacée par la rigueur du jansénisme. D'autre part, il n'y a point de morale cartésienne. Descartes a réduit l'éthique à une règle de convenance qui prescrit de respecter les usages établis. Cela était fort commode depuis que les mœurs étaient devenues peu sévères. Sainte-Beuve dit que Descartes avait relégué la foi comme les dieux d'Épicure dans je ne sais quels intermondes de la pensée. Cela convenait à des gens qui aspiraient à être libérés du joug chrétien. À la suite de Descartes, et surtout de Fontenelle, la société dominante exige dès lors qu'on la mette en possession d'une science complète du monde, qui lui permette d'émettre des opinions sur toutes les choses sans avoir besoin de traverser une instruction spéciale. Mais ce qu'elle appelle science, dit Sorel, est une manière d'inventer la nature à la manière de Descartes, et n'a aucun rapport avec l'approfondissement des problèmes que se pose la véritable science fondée sur la prosaïque réalité. Car en effet, écrit-il avec dureté, pour nos démocrates, comme pour les beaux esprits cartésiens, le progrès ne consiste point dans l'accumulation de moyens techniques, ni même de connaissances scientifiques, mais dans l'ornement de l'esprit qui, débarrassé des préjugés, sûr de lui-même et confiant dans l'avenir, s'est fait une philosophie assurant le bonheur à tous les gens qui possèdent les moyens de vivre largement. L'histoire de l'humanité est une sorte de pédagogie qui amène à passer de l'état sauvage à la vie aristocratique. Le genre humain, disait Turgot en 1750, considéré depuis son origine, paraît aux yeux d'un philosophe un tout immense qui a, comme chaque individu, son enfance et ses progrès. Condorcet, en reprenant l'œuvre inachevée de Turgot, entrera encore davantage dans cet ordre d'idées. C'est l'histoire de la pédagogie de l'humanité qu'il va essayer de nous décrire. Le but de ces intellectuels, et de Condorcet en particulier, sera de mettre un résumé des connaissances à la portée des gens du monde et de tout transformer en agréable sujet de conversation, la vulgarisation apparaissant à Condorcet comme une des œuvres qui honorent le plus son siècle. Ainsi qu'il le notera lui-même dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, il se forma bientôt en Europe une classe d'hommes moins occupés encore de découvrir ou d'approfondir la vérité que de la répandre, qui mirent leur gloire à détruire les erreurs populaires plutôt qu'à reculer les limites des connaissances humaines, manière indirecte de servir à leur progrès, qui n'était ni la moins périlleuse, ni la moins utile. En Angleterre, Collins et Bolingbroke. En France, Bayle, Fontenelle, Voltaire, Montesquieu et les écoles formées par ces hommes célèbres combattirent en faveur de la vérité, employant tour à tour toutes les armes, depuis la plaisanterie jusqu'au pathétique, poursuivant dans la religion, dans l'administration, dans les mœurs, dans les lois, tout ce qui portait le caractère de l'oppression, de la dureté, de la barbarie, prenant enfin pour cri de guerre raison, tolérance, humanité. En étudiant les idées de Condorcet sur l'instruction publique, nous pouvons nous rendre compte plus exactement de ce qu'était la notion de progrès pour les hommes du XVIIIe siècle. Condorcet considérait comme évident que si l'on rendait le peuple à même de raisonner suivant les modes des salons de l'Ancien Régime, le bonheur du monde serait assuré. Toutefois, il faut bien s'entendre sur cette notion de pédagogie. Condorcet ne se proposait pas de former des agriculteurs, des industriels, des ingénieurs, des géomètres, des savants. Il voulait former des hommes éclairés, c'est-à-dire les libérer de la tutelle oppressante de l'autorité et de la tradition. Ce qui illustre bien son rejet pour ces dernières, comme un lointain écho de la querelle des anciens et des modernes, c'est le grand mépris avec lequel Condorcet parle des langues anciennes, comme le grec et le latin. Aussi, ce qui est assez frappant et surprenant quand on lit la plupart de ces auteurs du XVIIIe siècle, c'est l'incroyable uniformité qu'ils supposaient dans l'humanité. À l'exception notable de Montesquieu ou de Rousseau, qui étaient bien conscients des différences psychologiques et culturelles qui pouvaient exister entre les différents peuples, on croirait, à lire les contes de Voltaire ou les essais de Condorcet, que les hommes constituent une sorte de matière interchangeable, comme s'ils étaient tous les mêmes partout où qu'on aille. C'est ce qui avait également suscité l'étonnement d'Hippolyte Taine, qui n'avait pu s'empêcher de remarquer ceci, je le cite. Au XVIIIe siècle,
L'esprit français est devenu impropre à figurer la chose vivante, l'individu réel, tel qu'il existe effectivement dans la nature et dans l'histoire, c'est-à-dire comme un ensemble indéfini, comme un riche réseau, comme un organisme complet de caractères et de particularités superposées, enchevêtrés et coordonnés. Les personnages de la littérature de ce siècle ne sont que des mannequins bien appris, et le plus souvent, des trompettes par lesquelles l'auteur lance au public ses déclamations. Grecs, romains, chevaliers du Moyen-Âge, turcs, arabes, péruviens, guèbres, byzantins, ils sont tous la même mécanique à tirade. Et le public ne s'en étonne point, il n'a pas le sentiment historique. Il admet que l'homme est partout le même. Il fait un succès aux Incas de Marmontel, aux Gonzalves et aux Nouvelles de Florian, à tous les paysans, manœuvres, nègres, brésiliens, parsis, malabars qui viennent lui débiter leur amplification. On ne voit dans l'homme qu'une raison résonante, la même en tout temps, la même en tout lieu. Et c'est pourquoi, estimait Taine, la littérature du XVIIIe siècle nous paraît infiniment plus démodée que celle d'autres siècles, car il semble, écrivait-il, que pour elle, il n'y ait que des salons et des gens de lettres. Et en effet, il s'agissait pour ces auteurs de vulgariser tellement la manière d'exprimer les sentiments élevés ou délicats qui honorent la nature humaine, que dans la moindre réunion de village, on devait trouver une succursale des salons parisiens à leurs yeux. Et alors, dit Sorel, le monde sera transformé suivant le modèle que les romans et les tragédies ont construit aux applaudissements d'un public frivole et lettré. Maintenant que nous avons comme photographié l'état intellectuel de la France au XVIIIe siècle, après la querelle des anciens et des modernes, suivons maintenant Sorel dans un examen plus social de l'ascension de la bourgeoisie. Car en effet, dit-il, pour bien comprendre les idées que le XVIIIe siècle se formait, il faut partir de ce fait que la France était peu à peu conquise par une oligarchie bourgeoise que la royauté avait créée pour son service et qui devait la mener à la ruine. Ici, l'analyse de Sorel rejoint très fortement celle de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, ainsi que celle du philosophe et mathématicien Antoine-Augustin Cournot, qui expliquait que les Bourbons commirent une folie en faisant disparaître tout ce qui gêne leur pouvoir absolu, de manière que, écrivait Cournot, le prestige de la royauté, une fois détruit, toutes les autres institutions vraiment gouvernementales fussent aussi frappées de mort, et qu'il ne resta plus qu'une machine administrative à l'usage de tous les gouvernements. En voulant diviniser la royauté ou la modeler sur un type plus asiatique qu'européen, Louis XIV en a fait une idole exposée au mépris des peuples dès qu'elle cesserait d'être l'objet d'un culte sincère. Il a fondé en France, peut-être pour toujours, la monarchie administrative dont il n'entendait faire qu'un instrument, et il a perdu la royauté qui pour lui était le but. En ce sens, le règne de Louis XIV est gros de la Révolution française. Les créateurs de la monarchie administrative n'avaient eu aucun pressentiment des conséquences que devait produire le système qu'ils imposaient à la France féodale avec tant de violence. Les premiers rois, qui voulurent rendre leur pouvoir absolu, crurent qu'ils n'avaient rien de mieux à faire que de copier les institutions ecclésiastiques. Ils avaient effectivement sous les yeux un absolutisme qui était consacré par l'expérience. Ils s'attachèrent à honorer le mérite, plutôt que le rang et la naissance, dit Sorel. Ils développèrent l'instruction, ils invitèrent à leur cour tous les hommes de talent, de quelque condition qu'ils fussent, ils relevèrent la justice et les tribunaux, ils accordèrent les plus hautes places, jusqu'ici réservées à la noblesse guerrière, aux hommes de loi et aux ecclésiastiques. Cette politique royale ne produisit point partout les mêmes effets en Europe, mais en France, ils furent tout à fait extraordinaires, parce que le pouvoir fut plus méticuleux, et surtout parce que le nombre des commis, des fonctionnaires du roi, devint assez grand pour former le noyau d'une classe administrative. Les commis royaux engendrèrent ensuite des familles et des clans de fonctionnaires, et plus leur nombre devenait considérable, plus la solidité de ces groupes devenait grande. Lorsque l'autorité royale fut parfaitement assise, explique Sorel, et qu'ainsi les fonctionnaires furent assurés d'avoir une existence plus tranquille, toute cette organisation apparut comme aussi stable que si une constitution avait partagé les avenues du pouvoir entre un certain nombre de familles. Celles qui fournissaient des commis à l'État se trouvaient posséder une sorte de droit au travail, elles se regardèrent comme nécessaires, et elles acquirent des manières de penser en rapport avec leur rôle. Les autorités royales
avaient cru créer seulement une hiérarchie de fonctionnaires habiles, indépendants des traditions féodales et destinés à leur être soumis. Elles espéraient pouvoir se débarrasser facilement des entraves que la noblesse et les villes privilégiées opposaient à leur absolutisme. Mais peu à peu, s'élevait devant eux une force nouvelle qui les gêna plus encore que les anciennes forces. D'une manière presque mécanique, les commis du roi en arrivaient à acquérir la richesse, la puissance et les honneurs d'une classe souveraine. Le pouvoir royal était à tout instant arrêté par la résistance de gens que la cour voulait s'obstiner à traiter comme de simples serviteurs, mais qui se trouvaient être en mesure d'imposer leur volonté à leur maître. Or, dit Sorel, l'idéologie du XVIIIe siècle était précisément celle qui convient aux conditions de vie d'une classe d'auxiliaires de la royauté. À cet égard, Sorel se démarque d'Hippolyte Taine, qui dans son grand ouvrage sur les origines de la France contemporaine, considérait plutôt que la philosophie de ce siècle avait pour base, je le cite, une aristocratie désœuvrée par la monarchie envahissante, des gens bien nés, bien élevés, qui, écartés de l'action, se rejettent sur la conversation et occupent leur loisir à goûter tous les plaisirs sérieux ou délicats de l'esprit. Taine opposait en effet l'aristocratie française, désœuvrée et devenue étrangère à la réalité, à l'aristocratie anglaise, qui, elle, était restée fortement engagée dans l'administration du pays. La thèse est intéressante et part d'une bonne intuition en effet, mais elle manque quelque chose d'essentiel, note Sorel. En effet, quand on se reporte aux œuvres juridiques, philosophiques ou économiques, avec les physiocrates par exemple, comme on les appelait jadis, on remarque une langue et une manière de raisonner tout à fait particulières. Contrairement aux œuvres des Anglais de la même époque, qui n'hésitent pas à recourir à une langue vulgaire et concrète, la littérature française du XVIIIe siècle parle par sentence ou par énigme, avec des tournures fort abstraites, comme si elle cherchait à ménager la susceptibilité de ses lecteurs. En une phrase, elle possède un caractère de consultation, dit Sorel, comme si ces œuvres étaient données par des juristes, des historiens ou des savants sur des problèmes qui leur sont proposés. Et cela dénote, selon Sorel, de l'esprit d'une classe particulière, car une classe de commis ne peut pas construire son idéologie sur le même type que celui qu'adopterait une classe de maîtres, car elle ne raisonne point sur ses propres affaires que sur celles des autres. La royauté ne s'effrayait point de voir ses commis fabriquer des théories sur le droit naturel, dit Sorel, faire un éloge enthousiaste des vertus républicaines, ou proposer à leurs contemporains d'abandonner toutes les institutions traditionnelles pour aller vivre dans une cité utopique. Des livres, que nos contemporains regardent comme des hardis manifestes socialistes, paraissaient autrefois d'autant plus inoffensifs qu'ils étaient plus éloignés de toute réalité. Il aurait pu être dangereux de critiquer les abus de la ferme du sel, mais il l'était fort peu de vanter le communisme. Les évêques du XVIIIe siècle dénonçaient de temps à autre l'audace des novateurs, mais la répression était toujours assez molle et le plus souvent plus apparente que réelle. On interdisait un livre, mais on le laissait vendre. L'encyclopédie s'imprima à Paris après sa suppression légale. L'administration demanda seulement qu'on en distribue à point avec trop de tracas les 10 volumes qui parurent en 1765. Tous les auteurs qui composaient des déclamations contre la société trouvaient des protecteurs parmi les magistrats chargés de les surveiller. La conduite de ces nobles ainsi que leur tolérance envers ces œuvres normalement séditieuses peuvent nous paraître étranges aujourd'hui, mais elles s'expliquent aisément quand on considère la philosophie du XVIIIe siècle comme un simple exercice de rhétorique destiné à amuser les gens du monde. Depuis que nous vivons dans un pays soumis aux institutions parlementaires, il nous semble tout à fait singulier qu'on puisse faire des propositions qui ne soient pas destinées à devenir un programme de parti et qui par suite ne soient pas réalisables. C'est pourquoi il nous faut souvent un effort pour comprendre le sens de la littérature irréelle qui plaisait tant aux esprits de ce siècle, reconnaît Sorel. C'est pendant la Révolution que cette littérature changea de sens. On prit alors souvent au sérieux de simples paradoxes d'école, on donna une valeur réaliste à des fantaisies et on effaça la différence que l'ancienne société avait établie entre la théorie et la pratique. C'est que, écrit Sorel, la littérature passera alors d'une classe à une autre et descendra d'une oligarchie dans les masses populaires. Or, en général, écrit-il, le peuple ne comprend rien à toutes les finasseries littéraires. Quand on lui parle de fabriquer avec les entrailles du prêtre un cordon pour le dernier des rois, il comprend que Diderot a voulu apprendre aux gens éclairés la nécessité d'étriper les curés et d'étrangler les souverains pour pouvoir assurer le bonheur des hommes. Mais examinons justement l'idéologie de cette classe qui nous intéresse tant. Sorel y distingue 3 courants intellectuels. Le premier courant dépend des conditions d'existence de l'ensemble du tiers-état,
qui est le réservoir fournissant des hommes à l'oligarchie pensante qu'elle est bien destinée à supplanter. C'est l'auxiliaire de la royauté. Ce courant est en étroite relation avec l'économie qui produit la richesse dans une société de marchands et de manufacturiers. Et c'est grâce aux idées de cette catégorie que les théories hostiles aux corporations, au régime féodal ou à l'arbitraire administratif prennent une importance majeure. Le second courant dépend des fonctions administratives et judiciaires confiées à l'oligarchie bourgeoise. Ici, on trouve assez peu de tendance libérale. Il s'agit plutôt pour elle de renforcer, de régulariser, d'étendre la puissance de l'État que cette oligarchie regarde de plus en plus comme sa propriété, depuis que le prestige de la noblesse guerrière diminue. Et plus cette puissance sera grande, plus les fonctionnaires seront des gens considérables. Et enfin, le troisième courant est dominé par les parvenus, en qui domine le besoin d'imiter, de singer l'aristocratie. Car le tiers-état n'est pas satisfait de la richesse et de la puissance, il lui faut maintenant les honneurs. Hippolyte Taine avait été si frappé de l'importance de ce phénomène qu'il avait cru que toute l'idéologie du XVIIIe siècle dérivait des mœurs des gens de la plus haute classe. Mais il n'avait pas vu, dit Sorel, qu'il fallait chercher non pas ce que pensaient les nobles, mais ce que pensaient les bourgeois désireux d'avoir l'élégance des nobles. En effet, Taine avait formulé ce paradoxe que constituait pour lui cette situation sociale. D'un côté, écrivait Taine, une aristocratie imbue de maximes humanitaires et radicales, et de l'autre, des courtisans hostiles à la cour, des privilégiés qui contribuent à saper les privilèges. Il faut voir dans les témoignages du temps cet étrange spectacle. Au plus haut, au plus bas, dans les assemblées, dans les lieux publics, on ne rencontre parmi les privilégiés que des opposants et des réformateurs. Mais Sorel donne la clé de compréhension à ce paradoxe apparent. C'est que la noblesse n'a plus à cette époque, écrit-il, d'idéologie qui lui soit propre. Elle emprunte au tiers-état les sujets de dissertation et s'amuse des projets de rénovation sociale qu'elle assimile à des récits de voyages merveilleux faits dans des pays de cocagne. Ce qui révèle aussi l'importance croissante de la bourgeoisie à cette époque, et dans cette littérature, c'est l'apparition de deux néologismes. Le mot « énergie » tout d'abord, qui était jadis ridicule et qui devient à la mode et se place maintenant à tout propos. Or, ce mot traduit une idée d'activité qui était le propre de cette classe montante et active par rapport à la classe oisive. Mais surtout, c'est bien sûr le mot de citoyen qui fait son apparition un peu partout et qui sera employé à tout bout de champ jusqu'à la Révolution française. Or, ce mot signifie un homme ayant droit au respect de tous en raison du travail productif dont il fait bénéficier son pays. Le contrôleur général des finances, Turgot, fils d'un prévôt des marchands de Paris, appellera un citoyen entier, je le cite, un franc tenancier, un homme à qui l'on peut donner, ou plutôt chez qui l'on doit reconnaître le droit éminent de citer, celui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suffirait à l'entretien d'une famille. Il y avait donc bien, dans ce mot de citoyen, un sens économique qui correspond aux conditions d'existence du tiers-état. Or, parmi les différentes catégories qui composent cette idéologie bourgeoise des citoyens, se placent naturellement les théories qui fondent la société sur des contrats. C'est la fameuse théorie du contrat social. Nous sommes aujourd'hui familiers du terme de contrat social sur lequel nous tombons à chaque fois que nous nous intéressons à la philosophie politique moderne, en particulier avec des auteurs comme Locke, Hobbes ou Rousseau. Et pourtant, pour familière qu'elle soit, cette théorie nous est devenue un peu obscure, voire étrange de nos jours. Et en effet, depuis le XIXe siècle, avec les contre-révolutionnaires tout d'abord, comme Joseph de Maistre et Louis de Bonald, puis surtout avec les avancées de l'anthropologie et de la sociologie sur l'histoire des sociétés primitives, on n'a rien trouvé qui permît de supposer que ces dites sociétés primitives aient commencé par des contrats. Et il est surprenant que les philosophes du XVIIIe siècle aient pu se laisser entraîner à réduire la société à quelque chose d'aussi simple. La théorie du contrat social a d'abord été apportée toute faite en France, sous le patronage du grand nom de John Locke. Mais c'est Rousseau qui lui donna son relief définitif en la condensant dans un opuscule qui est un véritable chef-d'œuvre littéraire, mais qui est aussi, il faut le reconnaître, incroyablement obscur. Mais l'obscurité de ce texte, et les contradictions manifestes qu'il comportait, n'ont visiblement pas constitué une entrave à son succès. Au contraire même, dit Sorel, l'obscurité peut donner de la force à une doctrine. Les gens éclairés n'osent pas avouer qu'ils ne comprennent pas les raisonnements qui sont présentés dans une langue très soignée par un écrivain illustre, dit-il. En effet, les esprits du siècle n'étaient nullement choqués en constatant que le système du contrat social de Rousseau ne correspondait que fort mal à la réalité, car ils étaient déjà habitués à une science physique qui prenait les plus grandes libertés avec l'expérience, à savoir la physique cartésienne.
On n'était même pas loin d'admettre que, pour raisonner sur les véritables principes de la nature, il ne fallait pas trop s'arrêter aux données fournies par l'observation, l'intelligence ayant pour mission de découvrir des vérités supérieures aux expériences. Et c'est pourquoi Rousseau n'étonna nullement ses contemporains quand il écrivit dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes « Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question de la loi naturelle. Il ne faut pas prendre les recherches dans lesquelles on peut entrer sur ce sujet pour des vérités historiques, mais seulement pour des raisonnements hypothétiques et conditionnels, plus propres à éclairer la nature des choses qu'à en montrer la véritable origine, et semblables à ceux que font tous les jours nos physiciens sur la formation du monde. » Écarter les faits semblait alors un sacrifice nécessaire pour introduire de la clarté dans les représentations qui servent à matérialiser les principes. C'est une des principales raisons du succès qu'obtinrent les théories atomistes, écrit Sorel. On peut simplifier les sociétés, comme la physique, et y trouver une clarté atomistique en supprimant les traditions nationales, la genèse du droit et l'organisation de la production pour ne plus considérer que des gens qui viennent sur le marché échanger leurs produits et qui, en dehors de ces rencontres accidentelles, conservent leur pleine liberté d'action. Ce sont bien là des atomes sociaux que l'on obtient en idéalisant le droit commercial. Au XVIIIe siècle, on avait une si haute idée du commerce que l'on était très porté à penser que le droit naturel, ainsi obtenu par une abstraction du droit commercial, doit l'emporter sur le droit réel, tout plein de traces d'influence historique. Il serait assez long de voir en détail les origines précises de ces diverses théories contractualistes, et Sorel s'y emploie minutieusement dans son ouvrage. Mais en quelques mots, on voit que les compagnons et les petits bourgeois des villes industrielles étaient naturellement conduits à concevoir tous les groupes civils sur le modèle des sociétés qu'ils formaient entre eux pour leur plaisir, pour leur sécurité ou pour la défense professionnelle. Ces sociétés, presque toujours assez mobiles, dépendaient d'autant moins des conditions historiques que les anciens artisans avaient des habitudes très nomades, et ne différaient en cela pas beaucoup de l'atome social ou du citoyen abstrait qui entre dans un si grand nombre de théories de l'époque. Aussi, la naissance de la nation américaine semblait aller dans le sens de ces théories. La colonie du Massachusetts, par exemple, avait été organisée le 4 mars 1629 par une charte, sous forme d'une corporation commerciale, et lorsque peu d'années après le siège de l'administration fut transféré en Amérique, cette charte devint la loi de la colonie. On passait ainsi du contrat privé à une constitution étatique. Or, ces pratiques expliquent assez bien l'origine des théories que Locke expose dans son traité du gouvernement civil. Les hommes, qui sont naturellement libres, égaux et indépendants, forment des sociétés pour assurer leur sécurité et surtout la sécurité de leurs biens. Les contractants abandonnent la faculté qu'ils avaient d'agir à leur fantaisie dans la défense de leurs intérêts, et ils abandonnent notamment le droit de punir eux-mêmes. La société, elle, qui prend à sa charge le service de sûreté, ne doit pas dépasser les limites de ce qu'il faut faire pour remédier aux défauts que présentait l'état de nature. Le gouvernement se proposera donc uniquement la tranquillité, la sûreté et le bien évident du peuple. La doctrine de Locke devait ensuite passer presque complètement dans l'enseignement des physiocrates, une école de pensée économique dont les thèses annoncent le futur libéralisme économique. Ces derniers mettront davantage encore en évidence que les sociétés politiques sont des sortes de syndicats de propriétaires fonciers et que le gouvernement est, entre guillemets, une autorité tutélaire qui veille pour tous, tandis que chacun va qu'à ses affaires. Les physiocrates introduisirent même une doctrine suivant laquelle la propriété est la source de tout droit. Les citoyens, écrira Turgot dans son article sur les fondations, ont des droits, et des droits sacrés pour le corps même de la société, ils existent indépendamment d'elle, ils en sont les éléments nécessaires et ils n'y entrent que pour se mettre, avec tous leurs droits, sous la protection de ces mêmes lois qui assurent leur propriété et leur liberté. Quand on regarde les œuvres philosophiques, politiques ou économiques de ce siècle, on trouve bien peu d'auteurs, à l'exception de Montesquieu, et c'est tout à son honneur, qui n'aient raisonné de la sorte sur l'origine des sociétés. Le philosophe Antoine d'Estu de Tracy, par exemple, écrira un long commentaire à l'Esprit des lois, dans lequel il reprochera d'ailleurs à Montesquieu de s'être, je le cite, de s'être tenu trop servilement attaché à l'histoire. Il réécrira alors d'une certaine manière son ouvrage en construisant la société qui doit être plutôt que celle qui est. Mais cela est bien compréhensible, car ces nouveaux esprits, observe Georges Sorel, avaient besoin d'un tel raisonnement pour justifier leur vue sur les réformes à introduire dans le vieux monde. La bourgeoisie
n'entendait pas que ces titres de propriété fussent primés par des privilèges concédés par les anciens souverains ou par des survivances féodales qu'elle regardait comme étant en dehors du droit civil. C'est dans cet esprit qu'elle allait, quelques années plus tard, liquider l'Ancien Régime, et cette liquidation se préparait depuis longtemps. Bien sûr, tous les bourgeois dans leur ensemble n'ont pas toujours eu eux-mêmes une claire conscience de l'action qu'ils entreprenaient, et c'est pourquoi Sorel nous incite, avec beaucoup de justesse, à faire toujours bien attention au groupe social qui recevait ces théories nouvelles. On n'a pas toujours assez observé, écrit-il, en discutant l'histoire du XVIIIe siècle, qu'une même thèse a pu avoir trois portées profondément différentes suivant la condition des personnes qui la soutenaient. La doctrine contractuelle, conforme à des intérêts majeurs du tiers-état, devait être reçue par la haute bourgeoisie comme étant un procédé scolastique propre à ramener la législation à des fins économiques conformes aux aspirations de la propriété foncière. Transportée grâce à Rousseau dans le domaine de la bonne littérature, elle devint un paradoxe brillant, au moyen duquel des causeurs spirituels, amusants et hardis, purent dénoncer dans les salons d'une aristocratie frivole les folies du gouvernement royal. Mais quand le livre de Rousseau tomba entre les mains de la petite bourgeoisie, elle se déforma pour devenir un programme d'action immédiate. En effet, toute formule scolastique de politique abstraite aura les mêmes destinées, dit Sorel, et après avoir amusé des lettrés, elle finira par fournir des justifications à des partis dont l'auteur n'avait pas soupçonné l'existence. La doctrine du progrès devait sortir tout naturellement des aspirations d'une classe conquérante qui avait pleine confiance dans son avenir, qui se croyait parfaitement préparée à prendre le pouvoir et qui avait en tête de grands projets de réforme. Mais nous ne saurions cependant parfaitement comprendre ces conceptions, écrit Georges Sorel, si nous ne nous rendions un compte exact de l'idée qu'elle avait de la science. De nos jours, la spécialisation scientifique nous est absolument naturelle. La science est une discipline stricte et exigeante dans laquelle chacun se choisit un étroit département pour le cultiver avec soin durant toute sa vie. On ne devient vraiment habile dans une branche qu'à la condition de subir un long apprentissage, de se tenir au courant des innovations et de manier des procédés de recherche rigoureux. La répartition des travaux scientifiques entre des groupes indépendants nous semble tellement naturelle et féconde, dit Sorel, que nous ne songeons même pas à demander si une telle structure sociale a pu soulever quelquefois quelques objections. Et pourtant, au XVIIIe siècle, les beaux esprits regardaient cette spécialisation comme le propre des goujats, comme une dégradation de l'esprit, comme un attentat à la noble destinée de l'homme. Ainsi que le confirmera Cournot, la plupart des beaux esprits du XVIIIe siècle se piquaient d'entendre la géométrie, et de leur côté, les organes des compagnies savantes se piquaient de faire de la littérature. Fontenelle, par exemple, vantait les heureux résultats que devait produire ce qu'il appelait la coordination des sciences dans l'esprit humain. Mais en vérité, cette fameuse coordination des sciences n'était que l'expression des usages de l'ancienne société française et dépendait surtout des mœurs des salons. La grande question était autrefois de pouvoir soutenir une conversation avec les gens éclairés que l'on rencontrait dans la bonne société. Et si la coordination des sciences a fasciné la bourgeoisie, c'est que celle-ci n'avait pas beaucoup d'idées propres et qu'elle voulait imiter les coutumes de l'aristocratie. À la fin du XVIIe siècle, le monde a commencé à se passionner pour une foule de sujets qui avaient été totalement ignorés des temps anciens. L'honnête homme de la génération précédente avait en effet eu un horizon assez borné, pensait-on. On veut désormais avoir des clartés de tout pour parler le langage cartésien. C'est pourquoi Thomas Diafoirus, dans la dernière pièce de Molière, Le Malade imaginaire, pouvait, sans être ridicule, inviter sa fiancée à assister à une dissection. La curiosité était partout et constituait même, selon Turgot, le moteur du progrès. Toutefois, il ne faut pas s'émerveiller trop vite devant cet appétit pour la science. Il s'agissait principalement de modes qui se créent dans les salons, car une science devenait d'autant moins intéressante qu'elle devenait plus technique. Dans les Pensées sur l'interprétation de la nature, en 1754, Diderot nous apprend en effet qu'à son avis, les mathématiques sont arrivées à un tel point qu'elles ne peuvent plus avancer. J'oserais presque assurer qu'avant qu'il soit 100 ans, écrivait-il, on ne comptera pas 3 grands géomètres en Europe.
Mais il faut comprendre par là, note malicieusement Sorel, que les mathématiques commençaient à être déjà fermées aux amateurs, et Diderot ne pouvait concevoir de culture scientifique étendue en dehors de celle qui plaît aux amateurs. Or, tel était précisément le but de l'encyclopédie, de vulgariser au plus vite des connaissances en tout genre pour distraire et amuser la belle société des salons. Comme nous le raconte en effet Voltaire dans une de ses anecdotes, les raisons du succès de ces compilations encyclopédiques tenaient au fait que les courtisans apprenaient de quoi se compose la poudre à canon, et les femmes, quelles sont les différences qui existent entre les diverses poudres à farder. Madame de Pompadour avait trouvé la juste formule, elle disait ceci: « C'est comme magasin de toutes les choses utiles que le dictionnaire des sciences et des arts réussissait auprès du public. Chacun, après l'avoir feuilleté, se croyait le plus savant homme du royaume. » Les connaissances scientifiques dont se gargarisait la bonne société étaient donc sans doute assez superficielles. Diderot, en 1765, estimait par exemple qu'il ne fallait pas plus de 6 mois pour apprendre en géométrie tout ce qu'on avait besoin de savoir quand on ne veut pas s'enfermer dans une spécialité assez inutile. Le reste est de pure curiosité, disait-il. C'est pourquoi les lecteurs de l'encyclopédie n'étaient pas en reste d'aimer l'occultisme, car après avoir épuisé tous les genres de connaissances matérielles, ils étaient bien réduits, pour satisfaire leur curiosité, à explorer les domaines invisibles. Toutes ces choses vous paraissent peut-être anodines et ne pas avoir grand rapport avec les théories du progrès, mais elles sont au contraire fort importantes. Cette conception si superficielle de la science qui eut cours à cette époque dans l'élite cultivée explique en partie l'engouement démesuré pour les nouvelles théories sociales proposant de réformer la société de fond en comble, en prenant exemple sur ces dites disciplines scientifiques. Prenons simplement l'exemple du calcul des probabilités. Condorcet introduisit dans la science de l'époque l'idée d'appliquer le calcul des probabilités aux jugements moraux par exemple. Et il était tellement fier de ses travaux qu'il proposa à la Convention, durant la Révolution, d'introduire ces théories dans l'enseignement secondaire. Dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, il vante les immenses bienfaits que doivent produire les recherches qu'il a entreprises dans ce sens. Et Madame de Staël, par exemple, par laquelle s'exprime l'opinion des salons de l'époque, n'aura aucun doute sur la valeur de cette nouvelle science. Elle vantera les admirables découvertes de Condorcet et elle prophétisera de bien singulières applications du calcul au gouvernement. Pourquoi, écrit-elle, ne parviendrait-on pas un jour à dresser des tables qui contiendraient la solution de toutes les questions politiques d'après les connaissances de statistiques, d'après les faits positifs que l'on recueillerait dans chaque pays? L'on dirait: pour administrer telle population, il faut exiger tel sacrifice de la liberté individuelle, donc telle loi, tel gouvernement convienne à tel empire. Pour telle richesse, telle étendue de pays, il faut tel degré de force dans le pouvoir exécutif, donc telle autorité est nécessaire dans telle contrée et tyrannique dans telle autre. Tel équilibre est nécessaire entre les pouvoirs pour qu'ils puissent se défendre mutuellement. Donc telle constitution ne peut se maintenir et telle autre est nécessairement despotique. Et tout cela serait fondé sur le calcul des probabilités qui présente un résultat moralement infaillible, disait-on, quand il s'applique à un très grand nombre de chances. Les hommes éclairés du XVIIIe siècle se placent en effet toujours au point de vue d'une oligarchie savante qui gouverne au nom de la raison. Les maîtres ont beaucoup d'initiative, de lumière et de réflexion, mais les agents, le peuple en d'autres termes, sont des êtres passifs, travaillant à tâtons, opérant par routine. Les fautes que commet cette piétaille doivent être comparées aux erreurs que l'on peut trouver dans une activité purement machinale, qu'il s'agit donc de rectifier. Les crimes et les délits, qui peuvent être commis dans une société par exemple, ne sont considérés que comme des accidents moraux, et le calcul des probabilités devait aider la justice et les lois à les prévenir. On ne peut qu'être étonné lorsque l'on constate avec quelle légèreté audacieuse les esprits du XVIIIe siècle abordaient les problèmes de réforme sociale les plus téméraires. Dans l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville dit qu'en additionnant toutes les demandes qui figurent dans les cahiers de 1789, il s'aperçut avec une sorte de terreur, écrivait-il, que ce qu'on réclame est l'abolition simultanée et systématique de toutes les lois et de tous les usages ayant cours dans le pays. Et cela paraissait tout naturel, car on ne voyait pas les dangers d'une révolution.
Ceux qui seront demain les victimes n'en savent rien, écrivait Tocqueville. Ils croient que la transformation sociale et soudaine d'une société si compliquée et si vieille peut s'opérer sans secousse, à l'aide de la raison et par sa seule efficace, les malheureux. Il y eut en effet, durant le demi-siècle qui précède la Révolution, un mouvement très rapide vers la témérité. Cela paraît très clairement chez Turgot, dont j'ai déjà parlé. Quand il sortit de la Sorbonne à l'âge de 20 ans, à un âge encore jeune et généralement plus idéaliste, il se montrait assez prudent, voire effrayé devant les difficultés que représente la législation dans un pays civilisé. Nous sommes alors en 1747. Mais 25 ans plus tard, quand il devint ministre, il lui sembla désormais facile de changer de fond en comble l'esprit français par l'éducation civique, et cela en quelques années seulement. Ce mouvement vers la témérité n'est pas distinct du mouvement d'ascension de l'oligarchie bourgeoise qui sent que l'heure de sa dictature est proche, dit Sorel. L'expérience journalière nous montre avec quelle rapidité se transforment les hommes politiques dès qu'ils sont près du pouvoir. Entrés modestes au Parlement, ils ne doutent plus de leurs universelles capacités dès qu'ils sont désignés par les journaux comme étant susceptibles d'être ministres. Le tiers-état, en acquérant les honneurs de l'aristocratie, acquérait aussi la légèreté et la suffisance de gens de qualité. Cette infatuation se remarque par exemple dans le mémoire que Turgot écrivit au roi sur les municipalités. « Votre Majesté, écrivait-il, tant qu'elle ne s'écartera pas de la justice, c'est-à-dire des conseils que lui donnera Turgot, peut se regarder comme un législateur absolu et compter sur sa bonne nation pour l'exécution de ses ordres. La dictature sera exercée provisoirement au nom du roi. » Mais la correspondance de Turgot et de Condorcet montre également bien toute l'arrogance du monde philosophique et bourgeois qui ne cesse de traiter d'ignorants ou de fripons tous ceux qui opposent quelque résistance à leur projet, eux qui possédaient pourtant toute la science moderne. Or, écrit Sorel, nous avons vu ce qu'était la science encyclopédique du XVIIIe siècle, un ensemble de connaissances puisées surtout dans les livres de vulgarisation et destinées à éclairer la conduite des maîtres qui font travailler des spécialistes. C'est bien vraiment ce qu'on peut appeler, dans toute la force du terme, une science bourgeoise. Quelques faits semblaient donner raison aux protagonistes de ce système et montrer que les choses pouvaient marcher parfaitement avec une telle hiérarchie. En haut, des gens du monde sachant parler d'une manière agréable sur n'importe quel sujet. En bas, des hommes ayant reçu un apprentissage de détail destiné à exécuter les hautes conceptions des maîtres. Prendre les questions de haut par les principes, tel était le but que poursuivaient les maîtres, et le prestige des principes était d'autant plus grand qu'on abordait des questions qui échappaient davantage à l'expérience journalière. Ainsi, dans les théories de droit public, était-on conduit à négliger totalement les faits. Les études historiques, elles, furent de plus en plus négligées. Ernest Renan, par exemple, rendra Voltaire responsable de cette décadence de la discipline historique. Voltaire a fait plus de tort aux études historiques qu'une invasion de barbares, écrira-t-il, avec sa spirituelle légèreté et sa facilité trompeuse. Ce jugement de Renan n'est pas sans fondement, mais plus que Voltaire, c'est toute la bourgeoisie française qu'il faut plutôt rendre responsable, elle qui n'attachait aucun intérêt aux choses qui ne pouvaient ni l'amuser, ni lui servir pour exercer son commandement. Parlez-lui plutôt des premiers principes, dit Sorel, voilà qui va l'intéresser, parce qu'elle croit en avoir besoin pour bouleverser la législation. Or, comme le relève Tocqueville, la Révolution américaine, à la fin de l'Ancien Régime, parut donner raison aux idéologues. Les Américains semblaient ne faire qu'exécuter ce que nos écrivains avaient conçu, écrit Tocqueville. Ils donnaient la substance de la réalité à ce que nous étions en train de rêver. Voici en effet comment Condorcet parle de l'indépendance américaine. On vit, pour la première fois, un grand peuple délivré de toutes ses chaînes se donner paisiblement à lui-même la constitution et les lois qu'il croyait les plus propres à faire son bonheur. Les 13 constitutions des États eurent pour base, disait-il, une reconnaissance solennelle des droits naturels de l'homme et pour premier objet, la conservation de ses droits. On avait donc enfin un droit positif qui s'édifiait ostensiblement sur la base des premiers principes. Mais tout n'était pas encore parfait dans l'œuvre des Américains, parce que leurs législateurs n'étaient pas assez pénétrés de la haute philosophie des salons français. Nous montrerons, ajoutait Condorcet, ce que ces constitutions doivent au progrès des sciences politiques et ce que les préjugés de l'éducation ont pu y mêler des anciennes erreurs. Pourquoi, par exemple, elles ont eu pour principe l'identité des intérêts plus encore que l'égalité des droits. Nous insisterons sur cet objet, parce que cette erreur est la seule qui soit encore dangereuse, parce qu'elle est la seule dont les hommes vraiment éclairés ne soient pas encore désabusés. Les Américains avaient en effet conservé le système censitaire, qui est fondé sur l'hypothèse d'une solidarité d'intérêts étroite
entre les hommes des classes supérieures et ceux de la nation. D'après Condorcet, la Constitution d'Angleterre est faite pour les riches, celle d'Amérique pour les citoyens aisés, celle de la France doit être faite pour tous les hommes. Et en effet, la France paraissait bien mieux préparée que tout autre pays pour une application parfaite de la science politique. C'était en effet le pays où les philosophes avaient le plus de véritables lumières, disait-on. Ces lumières avec lesquelles les gens de lettres dissertent dans les salons et se font admirer des dames par leurs idées originales ou hardies. Point n'est besoin en effet des connaissances du juriste, de l'historien ou de l'observateur social. Sieyès, par exemple, obtiendra une extraordinaire réputation grâce à son art de fabriquer des constitutions irréalisables fondées sur des principes les plus abstraits. Quand on regarde aujourd'hui froidement l'attitude philosophique qui était celle de ces philosophes des Lumières, il est difficile de s'étonner que ces théories aient abouti à des dictatures. Comme le notera justement l'écrivain genevois Jacques Mallet-Dupan, ces déclamateurs étaient prêts, je le cite, à sacrifier la génération courante à l'essai de leurs maximes. Et comme le déplorait Georges Sorel, nos théoriciens n'avaient aucune idée des conditions qui peuvent assurer la liberté et le droit. Ils n'auraient pu les découvrir que s'ils avaient consenti à admettre que la vérité n'a pas le beau caractère de simplicité qu'on lui attribuait dans le monde philosophique. La fabrication de telles constitutions était chose facile, et nos pères s'imaginaient que, la réforme de la société devant être une simple application de principes très simples et très certains, on aurait tort de redouter les grandes innovations. Mais peut-être n'est-il pas encore très clair de comprendre comment les hommes du XVIIIe siècle ont pu croire qu'un changement radical des institutions serait facile à effectuer. Pour le comprendre, il faut garder à l'esprit à la fois les gigantesques progrès économiques qui se produisirent à cette époque, ainsi que les idées singulières que l'on se faisait alors sur la nature humaine. Commençons d'abord par ces dernières, qui ont une origine religieuse. Comme le note Turgot lui-même, les droits des hommes ne sont point fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. La plus grande de toutes les puissances est une conscience pure et éclairée dans ceux à qui la Providence a remis l'autorité. La façon dont les hommes du XVIIIe siècle concevaient la nature humaine était généralement optimiste. Cela s'explique par ceci que beaucoup des lettrés du XVIIIe siècle avaient été élevés par les jésuites et ne connaissaient plus que de nom la doctrine janséniste, voire calviniste, du péché. Jean-Jacques Rousseau lui-même, que l'on accuse généralement d'être un pessimiste, avouera dans ses confessions ne pas croire au péché originel. Et si l'homme est bon par nature, et qu'il ne se dégrade que par de mauvaises institutions, nous avons déjà là un programme politique tout tracé, et l'Émile de Rousseau deviendra l'évangile de la nature retrouvée. Mais il y a une filiation évidente aussi avec l'enseignement habituel de l'Église. L'Église a longtemps expliqué que les malheurs d'une nation provenaient de leur infidélité religieuse. Quand l'hérésie gagnait du terrain, la décadence intellectuelle, morale et politique était certaine. Quand les rois s'en rapportaient à leurs confesseurs pour ramener leur peuple dans la bonne voie, la prospérité revenait comme par enchantement. Tel était ce que disait l'Église. Or, les philosophes n'eurent qu'à changer quelques mots dans cette doctrine pour expliquer les erreurs et les malheurs du monde par les obstacles que la politique astucieuse des princes et des prêtres avait opposés à la propagation des Lumières. Là où l'Église dénonçait l'hérésie, les philosophes se mirent à dénoncer l'infâme pour les mêmes raisons. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre en partie pourquoi ces hommes regardaient les institutions comme étant responsables de tous les maux et pourquoi ils supposaient qu'il serait si facile de les transformer. C'est que pour eux, tout le monde ancien dépendait de l'Église. Or, puisque celle-ci avait maintenant perdu presque toute sa force, on pouvait espérer qu'avec un peu de bonne volonté et d'énergie, une transformation radicale pouvait s'opérer en peu de temps. Ensuite, en plus de ces idées relatives à l'éducation et aux institutions, il faut, comme je l'ai dit, s'intéresser aux raisons économiques de la témérité et de l'assurance de cette bourgeoisie. Le début du XVIIIe siècle avait été très malheureux, mais à partir du milieu du siècle, il y eut un renouvellement général dans l'agriculture et une amélioration générale des conditions de vie. Et comme le relève Tocqueville, les conséquences de cet état des choses furent très grandes. Personne ne prétend plus, en 1780, que la France est en décadence. On dirait au contraire qu'il n'y a en ce moment plus de bornes à ses progrès. C'est alors que la doctrine de la perfectibilité continue et indéfinie de l'homme prend naissance. 20 ans avant, on n'espérait rien de l'avenir, maintenant, on n'en redoute rien. L'imagination s'emparant d'avance de cette félicité prochaine et inouïe rend insensible au bien qu'on a déjà et se précipite vers les choses nouvelles. Mais au lieu de consolider le pouvoir, cette amélioration des conditions accroît le mécontentement public
et la haine contre toutes les institutions anciennes qui semblent de plus en plus inutiles va croissant. On supportait auparavant sans se plaindre un mal qui paraissait nécessaire, mais tout ce qu'on note alors des abus semble mieux découvrir ce qui en reste et en rend le sentiment plus cuisant. Le mal est devenu moindre, mais la sensibilité plus vive, disait Tocqueville. Car en effet, c'est l'abandon de toute idée de nécessité qui est déterminant. On ne redoute plus rien de l'avenir. L'imagination rend insensible au bien qu'on a déjà et se précipite vers les choses nouvelles. La nécessité économique ayant disparu, on croit le moment venu de faire des essais hardis, aussi bien en matière sociale qu'en technologie. Les réformateurs et les inventeurs apportent leurs projets, et les hommes politiques ainsi que les chefs d'industrie se laissent facilement entraîner parce qu'ils estiment que les immenses profits que réserve l'avenir très prochain seront tels que les erreurs n'auront pas une importance très grande. La rapidité vertigineuse avec laquelle s'accélérait le progrès était de nature à leur faire croire que désormais tout était possible, pourvu qu'on suivît les instincts de la nature humaine. C'est donc durant cette époque si mouvementée que Turgot écrivit ses essais sur le progrès avant ceux de son ami Condorcet. Avec son tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain, Turgot se proposait de refaire l'œuvre de Bossuet en quelque sorte, à savoir le discours sur l'histoire universelle, en remplaçant le dogme théocratique de son auteur par une théorie du progrès qui fut en concordance avec les aspirations de la bourgeoisie éclairée de son temps. Quand Bossuet avait rédigé son discours, c'était en tant que précepteur du prince. Son but était de révéler à son élève que les titres de légitimité du catholicisme remontent aux origines du monde et de lui faire entendre quels sont les devoirs d'un roi. Désormais, c'était sur le progrès des sciences et des arts que se portait toute l'attention de l'oligarchie bourgeoise, pour laquelle écrivait Turgot. En effet, à la différence de Bossuet, ce n'est plus sur l'action des princes et des rois que Turgot fait reposer la grandeur des nations. Il note au contraire que le progrès commença par les villes, qui sont chez tous les peuples policés, disait-il, le centre du commerce et des forces de la société. Autrement dit, c'est la bourgeoisie qui porte l'avenir du monde. À la fin du discours sur l'histoire universelle, Bossuet avait ainsi exposé sa conception de la providence. Ce long enchaînement des causes particulières qui font et défont les empires dépend des ordres secrets de la divine providence. Dieu tient du plus haut des cieux les rênes de tous les royaumes, il a tous les cœurs en sa main, tantôt il retient les passions, tantôt il leur lâche la bride, et par là, il remue tout le genre humain. Avec Turgot, nous sommes transportés sur un tout autre terrain. Voilà plutôt comment il se représente la tâche à remplir. Dévoiler l'influence des causes générales et nécessaires, celle des causes particulières et des actions libres des grands hommes, et le rapport de tout cela à la constitution même de l'homme. Montrer les ressorts et la mécanique des causes morales par leurs effets, voilà ce qu'est l'histoire aux yeux d'un philosophe. Nous ne trouvons plus ici l'intervention divine qui était nécessaire pour compléter les volontés princières. Le problème est posé sur une forme inverse de celle que Bossuet avait adoptée. Écrivant pour un prince de droit divin, Bossuet ne voyait d'important dans le monde que les décisions du roi et les résolutions de Dieu. Écrivant pour une classe qui a fourni beaucoup d'auxiliaires au gouvernement mais qui n'a jamais gouverné, Turgot, lui, regarde comme des accidents tout ce qui se produit en dehors du tiers-état, tout ce qu'il a supporté passivement. C'est sa classe qui est le véritable principe actif. Les empires s'élèvent et tombent, écrit-il, les lois, les formes de gouvernement se succèdent les unes aux autres, les arts, les sciences se découvrent et se perfectionnent. Tour à tour retardés et accélérés dans leur progrès, ils passent de climats en climats. L'intérêt, l'ambition, la vaine gloire changent perpétuellement la face du monde, inondent la terre de sang, et au milieu de leurs ravages, les mœurs s'adoucissent, l'esprit humain s'éclaire, les nations isolées se rapprochent les unes des autres, le commerce et la politique réunissent enfin toutes les parties du globe, et la masse totale du genre humain, par des alternatives de calme et d'agitation, de bien et de maux, marche toujours, quoique à pas lents, à une perfection plus grande. Ainsi, les grands événements dont Bossuet voulait entretenir le dauphin sont devenus des accidents au milieu desquels le tiers-état poursuit son œuvre impersonnelle. C'est cette œuvre qui seule mérite d'attirer l'attention du philosophe.
nous passons de l'histoire politique à l'histoire de la culture. Turgot n'est pas le seul auteur du XVIIIe siècle à avoir ainsi théorisé le progrès et la perfectibilité de l'esprit humain, mais c'est sans doute celui qui en synthétisait le mieux l'idée générale. Et c'est pourquoi son témoignage a une très grande portée historique. Quittons maintenant le XVIIIe siècle et acheminons-nous doucement vers la conclusion de l'ouvrage de Sorel, en voyant comment cette idéologie du progrès a continué ensuite après la Révolution qu'elle avait servi à légitimer. Et nous voici maintenant au début du XIXe siècle avec le livre fameux de Madame de Staël sur la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales, un livre de 1800 qui offre un bel exemple de la situation intellectuelle de la bourgeoisie éclairée après la Révolution. Ici, dit Sorel, la doctrine du progrès va s'affirmer avec beaucoup plus d'éclat encore que dans l'essai de Condorcet. Au moment où il écrivait ce texte, les idées des philosophes étaient fort attaquées en France. Et pour cause, la Révolution n'avait guère tenu ses promesses. L'idéal humanitaire qui avait enchanté ses promoteurs avait fait place à des luttes sanglantes de factions. Alors qu'on avait espéré voir tous les hommes fraterniser dans une culture supérieure, on constatait une grande décadence intellectuelle. Après avoir tant déclamé sur le règne de la vertu, on était tombé aux hontes du directoire. Personne ne conteste, dit Madame de Staël, que la littérature n'ait beaucoup perdu depuis que la terreur a moissonné, en France, les hommes, les caractères, les sentiments et les idées. Elle se trouvait donc dans une situation analogue à celle de Perrault lors de la querelle des anciens et des modernes. Elle devait prouver la supériorité de son temps par des considérations d'ordre littéraire. Les hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle, en effet, avaient cru que la grandeur et la décadence des peuples se mesuraient au goût avec lequel sont composées les œuvres principales. Et c'est pourquoi le Moyen-Âge leur faisait horreur parce qu'il manquait, selon eux, totalement de goût. De son côté, Chateaubriand essaiera de ramener ses contemporains au catholicisme par un procédé similaire, en dressant des comparaisons entre les auteurs païens et les auteurs chrétiens pour montrer la supériorité de ceux-ci. Mais Madame de Staël ne procédera pas exactement comme Perrault et Chateaubriand, au moyen de comparaisons. Elle cherchera plutôt à montrer que la littérature pourrait trouver dans les nouvelles conditions sociales des causes de renouvellement, que le théâtre, la philosophie et l'éloquence pourraient être appelés à un éclat imprévu. Les nouveaux progrès littéraires et philosophiques que je me propose d'indiquer continueront le développement du système de perfectibilité dont j'ai tracé la marche depuis les Grecs, écrivait-elle. Si elle parvenait à convaincre ses contemporains, elle justifierait la Révolution par la même occasion. Cette dernière n'était pas condamnée à se mettre à l'école du XVIIe siècle et à être jugée par comparaison avec le temps de Louis XIV. Elle pouvait avoir ouvert une ère nouvelle, produisant des chefs-d'œuvre qui devraient être appréciés en eux-mêmes, ou pour mieux dire, par rapport aux nouvelles conditions historiques. Madame de Staël espère ainsi amener ses lecteurs à avouer qu'il serait tout à fait déraisonnable de ne pas attendre de la Nouvelle-France quelques chefs-d'œuvre spécifiquement républicains. Parmi les opinions à combattre, il y avait cette comparaison incessante qui se faisait entre la Révolution de 1789 et la chute de Rome. Des nobles, devenus aussi faibles que les anciens Romains, disait-on, avaient été dépossédés par une population grossière, faisant reculer le savoir général de plusieurs siècles. Je n'en avais pas parlé, mais les invasions barbares de l'Antiquité avaient déjà constitué une très grosse difficulté pour les théoriciens du progrès au XVIIIe siècle, qui avaient essayé de sauver leur théorie générale au nom d'un mal pour un bien en quelque sorte. Turgot, par exemple, avait fait observer que, je le cite, « cette apparente destruction a répandu sur un plus grand nombre de nations les germes de ces sciences qu'on avait cru perdues. » Madame de Staël, elle, ira beaucoup plus loin encore. Pour défendre l'œuvre de la Révolution, elle devait justifier la nécessité des violences, qui avaient pourtant été plus terribles que tout ce qu'on avait vu jusqu'alors. Sortant donc du rationalisme étroit du XVIIIe siècle, elle intégra dans sa philosophie le rôle considérable que les passions humaines peuvent avoir dans l'histoire du progrès. Ce passage est ici fort éclairant. Quoique les passions fortes entraînent à des crimes que l'indifférence n'eût jamais causés, il est des circonstances dans l'histoire où ces passions sont nécessaires pour remonter les ressorts de la société. La raison, avec l'aide des siècles, s'empare de quelques effets de ces grands mouvements, mais il est de certaines idées que les passions font découvrir et qu'on aurait ignorées sans elles. Il faut des secousses violentes pour porter l'esprit humain sur des objets entièrement nouveaux. Ce sont les tremblements de terre, les feux souterrains, qui montrent au regard de l'homme les richesses dont le temps seul n'eût pas suffi pour creuser la route. Cette évolution, qui pousse Madame de Staël à abandonner ici le terrain du rationalisme, est à noter.
Ses contemporains admettaient déjà facilement que la philosophie peut se trouver obligée d'employer la contrainte, même assez brutale parfois, pour faire triompher la vérité qu'elle a reconnue. Mais Madame de Staël proclame ici une mission de création propre à la violence, une idée qui fera son chemin dans les différentes théories révolutionnaires à venir. Toutefois, si d'un côté l'aspect révolutionnaire violent du progrès sera valorisé, une grande partie du monde libéral, lui, pendant une quarantaine d'années après la Restauration, tentera d'apporter un peu de prudence à cette vision du progrès. À la légèreté du siècle des Lumières, on opposera désormais le sérieux des écoles historiques en train de naître, et la théorie du progrès se couplera à une autre notion fort importante qu'est la notion d'évolution. 3 aspects nouveaux à noter. Tout d'abord, on attache à présent une importance capitale à la lenteur et à la régularité du mouvement, et on en vient même parfois à regarder avec quelque pitié les révolutionnaires qui ne comprenaient pas qu'une telle démarche est seule compatible avec la science. Ensuite, l'idée de nécessité est aussi fortement renforcée. Madame de Staël avait déjà prévenu qu'une politique ayant pour objet d'arrêter le progrès des Lumières serait forcément infructueuse, mais ce n'était encore là qu'un jugement fondé sur une appréciation de sagesse politique, tandis que maintenant, on regarde la continuité du mouvement historique comme aussi nécessaire que celle d'une évolution vitale. Et enfin, on se met moins à raisonner sur les progrès de l'esprit humain que sur celui des institutions. Ces 3 caractéristiques, vous les retrouverez justement chez un auteur dont j'ai parlé récemment, à savoir Alexis de Tocqueville, qui nous en offre une belle application dans De la démocratie en Amérique. Je vous le rappelle, Tocqueville, dès les premières pages de son livre, nous apprend que l'égalité des conditions lui apparaît comme le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et le point central où toutes les observations devaient aboutir. Le mouvement vers l'égalité n'est pas particulier à un pays, il se produit au contraire partout, en raison de causes inconscientes qui travaillent depuis des siècles. J'ai déjà consacré de longs développements à la pensée de Tocqueville dans les vidéos qui lui sont dédiées, je me permets donc d'être un peu plus rapide ici. Mais en résumé, Tocqueville voit le mouvement d'égalisation des conditions comme étant semblable à un mouvement organique et il conclut à la nécessité de la démocratie dans l'avenir. L'homme sage devra donc chercher dans l'expérience des peuples qui sont les plus avancés sur la voie nouvelle, des expériences capables de guider le législateur qui cherchera à faciliter le passage du passé au futur. Ce qui est important de noter ici, c'est que le livre de Tocqueville eut une très grande influence sur ses contemporains immédiats, à qui il sut communiquer sa conviction. Et c'est justement ce que déplorait Frédéric Leplay, qui lui était complètement étranger à l'idée de nécessité historique, et qui voyait alors le livre de Tocqueville comme un livre dangereux, disait-il. Les honnêtes gens, écrivait Frédéric Leplay à propos du livre de Tocqueville, les honnêtes gens qui se rattachaient au passé, ou qui restaient indécis entre le bien et le mal, prirent peu à peu confiance en sa prédiction, et depuis lors, ils croient à l'avènement fatal du régime américain, signalé comme le type de l'égalité et de la démocratie. Et en effet, un auteur comme Proudhon, par exemple, sera fortement impressionné par le thème tocquevillien de la marche vers l'égalité. Ses premières œuvres, comme son fameux « Qu'est-ce que la propriété » de 1840, montrent sa certitude que l'égalité est le résultat auquel devra forcément aboutir l'humanité. Son livre de 1846, Le système des contradictions économiques, sous-titré Philosophie de la misère, sera précisément écrit pour développer ce même thème égalitaire, en montrant que l'égalité se dégage comme une loi cachée du développement économique. Et Sorel note à raison que si Proudhon emploie si souvent dans ce livre un langage providentialiste, ce dont Karl Marx se moquera allègrement, c'est justement parce qu'il avait été frappé par les formules de Tocqueville. Tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre de Proudhon savent que Marx lui répondit ensuite par un essai particulièrement acerbe et moqueur, ayant pour titre « Misère de la philosophie ». La critique de Marx est toutefois intéressante, car en attaquant Proudhon sur ce point, c'est l'idée de Tocqueville lui-même qu'il attaque ici sans le savoir. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Marx refuse en effet que l'on puisse faire la synthèse de l'histoire humaine en la subordonnant au développement d'un seul principe, à savoir l'égalité. Ainsi que le notait Karl Marx, la tendance à l'égalité appartient à notre siècle. Dire maintenant que tous les siècles antérieurs, avec des besoins, des moyens de production, etc., tout à fait différents, travaillaient providentiellement à la réalisation de l'égalité, c'est d'abord substituer les moyens et les hommes de notre siècle aux hommes et aux moyens des siècles antérieurs, et méconnaître le mouvement historique par lequel les générations successives transformaient les résultats acquis des générations qui les précédaient. Pour Marx, résume Georges Sorel,
on ne saurait ramener l'histoire à une unité idéologique illusoire. Il faut, pour suivre scientifiquement une évolution, embrasser seulement une période dont les conditions économiques offrent assez de constance pour qu'on puisse y trouver une unité réelle. Pour dire un dernier mot sur Proudhon toutefois, c'est après 1851, et donc après le coup d'État de Napoléon III, que Proudhon comprit sa véritable vocation de moraliste et qu'il écrivit ses plus grandes œuvres, comme De la justice dans la Révolution dans l'Église, La guerre et la paix, ou encore du principe fédératif. Il se montre alors de plus en plus en porte-à-faux avec les idéologies mécanistes du progrès. Il refuse désormais l'idée qu'il existe une loi faisant succéder les civilisations les unes aux autres, comme des étages successifs d'une fusée. Il a été dupe, autrefois, reconnaît-il, de ce bilboquet physiologico-politique, mais il estime à présent que des dissertations sur un tel mouvement ne servent à rien, si ce n'est à justifier le comportement d'une bourgeoisie oisive qui est maintenant parvenue au sommet de l'État. Quant à moi, je le déclare, écrivait-il, si le progrès ne doit nous fournir rien de plus, ce n'est pas la peine de tant nous agiter et fouiller nos cervelles. Le mieux est de nous laisser vivre comme il plaira à Dieu et de suivre le conseil du moine. Chacun son métier, ne médire du gouvernement, laisser le monde aller comme il va. Et en effet, les doctrines du progrès étaient alors très florissantes dans la seconde moitié du XIXe siècle, parce que la bourgeoisie française éprouvait le désir de se laisser vivre comme il plaira à Dieu, pour reprendre la formule de Proudhon, c'est-à-dire en profitant du bonheur de l'époque. Comme Boileau face à Perrault donc, Proudhon reprochera à sa société sa légèreté et voudra la rappeler à une morale plus austère et classique. La question principale pour Proudhon sera en effet principalement morale. Il y a progrès quand se produit, disait-il, la justification ou le perfectionnement de l'humanité par elle-même. Et la décadence, elle, consiste dans, je le cite, la corruption ou la dissolution de l'humanité par elle-même, manifestée par la perte successive des mœurs, de la liberté, du génie, par la diminution du courage, de la foi, l'appauvrissement des races, etc. Et c'est ainsi que nous arrivons à la toute dernière partie du livre de Sorel, qui concerne en vérité son époque, à savoir la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Sorel remarque que lorsque la démocratie se croit assurée d'un long avenir et que les partis conservateurs sont découragés, elle n'éprouve plus le même besoin de justifier son droit au pouvoir par la philosophie de l'histoire, mais que cette justification revient très vite dès lors qu'elle se sent menacée. Et c'est pourquoi la notion de progrès fait intrinsèquement partie du dictionnaire de la démocratie moderne. La démocratie, écrit Georges Sorel, repose sur l'existence d'une solide hiérarchie. Il faut à l'oligarchie de gros arrivistes une troupe ardente de bas officiers qui ne cesse de travailler dans l'intérêt de ses chefs et qui retire peu de profit matériel de son activité. Il faut tenir en haleine cette sorte de petite noblesse en lui prodiguant des marques de sympathie, en excitant chez elle des sentiments d'honneur, en lui parlant un langage idéaliste. La grandeur du pays, la domination des forces naturelles par la science, la marche de l'humanité vers la lumière, voilà les balivernes qui se retrouvent à tout instant chez nous dans les discours des orateurs démocratiques. À l'époque où écrit Sorel, il note que depuis l'établissement de la Troisième République, tous les efforts de l'administration républicaine ont tendu à enrégimenter les instituteurs parmi les héros de la démocratie contemporaine et qu'elle a travaillé à leur inculquer un respect superstitieux pour tous ces grands mots vides de sens qui servent de philosophie aux bourgeois. Avec ces mots ronflants, constate Sorel, la démocratie voudrait qu'on célèbre l'excellence de son cœur, une sorte de flatterie qui lui apparaît un héritage bien médiocre de l'Ancien Régime. La démocratie bourgeoise se vant d'émanciper l'esprit humain, alors que, dit-il, il suffit de regarder autour de nous pour reconnaître que la démocratie est une école de servilité, de délation et de démoralisation. En d'autres termes, la classe bourgeoise qui s'est emparée du pouvoir au XVIIIe siècle, comme l'élite des démocraties occidentales modernes, pour Sorel, use des mêmes procédés rhétoriques et philosophiques pour asseoir sa domination. Et pour Sorel, au début du XXe siècle, le peuple devait absolument refuser d'emprunter la même voie qu'eux. Le peuple devait refuser le mensonge progressiste, sous peine sinon de se décomposer dans la médiocrité bourgeoise. Toutes les idées relatives au progrès se mêlent d'une manière singulière et parfois cocasse, parce que la démocratie a très peu d'idées qui lui appartiennent en propre, et qu'elle vit presque uniquement sur l'héritage de l'Ancien Régime, dit-il. Une des tâches qui s'impose au socialisme contemporain est de démolir tout cet échafaudage de mensonges conventionnels et de ruiner le prestige dont jouit encore la métaphysique des gens qui vulgarisent la vulgarisation du XVIIIe siècle.
Sur ce point, on ne peut que constater que le socialisme n'a pas suivi les recommandations de Sorel, qui aurait été horrifié de voir l'évolution des partis socialistes au XXe siècle. C'est ainsi que s'achève cette longue généalogie de l'idéologie du progrès. Au terme d'un long examen, Sorel a ainsi analysé minutieusement les origines et la fonction sociale de cette idéologie, qui sert aujourd'hui encore de justification idéologique à nos dirigeants. Cette étude de Sorel est évidemment importante pour nous, car il est nécessaire de connaître le mouvement des idées qui a conduit à notre situation intellectuelle. Mais elle est également importante pour les pistes de réflexion que Sorel nous propose. Car si, comme vous l'avez compris, Sorel combat vigoureusement la philosophie du XVIIIe siècle et les pensées qui lui ont succédé, il ne propose pas simplement de revenir en arrière. Le mensonge du progrès accompagne des progrès matériels et techniques tout à fait réels et salutaires, qui améliorent la condition de vie de nos peuples. Ce que Sorel dénonce, c'est la vision mensongère, rationaliste, progressiste dans le sens bourgeois du terme, et béatement optimiste qui en découle. Pour faire face aux défis de son temps, Sorel, dans la droite lignée de Proudhon, estimait alors nécessaire de donner au peuple une morale conforme aux besoins nouveaux, une morale des producteurs, disait-il, qui se soucient de l'avenir, contre une morale de gens oisifs, qui consomment simplement l'héritage destiné aux générations futures, pensant que, de toute façon, l'avenir y pourvoira. En d'autres termes, Sorel propose une morale pessimiste contre une morale optimiste, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo.